Dans l'ombre de la cité académique, de nombreuses expériences interdites ont façonné les avancées scientifiques. Des recherches sur le clonage humain brisant les traités internationaux jusqu'à l'exhumation et la profanation de cadavres, la cité n'en est pas à son coup d'essai. Le savoir a un prix, et l'humain en est son carburant. Alors, s'il faut kidnapper des enfants et les modifier pour reproduire le pouvoir du numéro 1, Accelerator, ce n'est pas bien grave, non? Je veux dire, ça ne serait pas la première fois. Les enfants abandonnés... c'est juste des pièces de rechange. En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, nous allons parler avec une voix rouillée d'un projet ayant laissé son empreinte dans l'univers de Toharu, le Dark May Project. Tout d'abord, et avant de commencer, il faut savoir que le Dark May Project n'aurait pas dû, pour ceux n'ayant regardé que l'animé, vous être inconnu. L'animé ne l'a pas mentionné, et si un jour Index 4 est adapté, il faudra bien que ce soit le cas. En tout cas, la première mention y est faite dans OT12, quand on nous parle un peu de l'enfance d'Accelerator, qui pour rappel a dû vivre de son plus vieux souvenir jusqu'à ses 9 ans dans un centre de recherche. Mais là, c'est seulement évoqué. La vraie introduction du Dark May Project se fait dans OT15, durant le combat faisant faire face Kinohata et Kakine. Kakine relève que Kinohata est une des enfants du Dark May Project de par la façon dont son pouvoir fonctionne. Et stop, car avant d'aller plus loin, il faut évidemment se demander ce qu'est ce fameux Dark May Project qui utilise les Child Error, mais surtout, comment on devient un Child Error, un orphelin de la cité académique? Et oui, bien qu'on ait déjà parlé plusieurs fois des Child Error, il est normal de se demander comment un enfant peut en devenir un. Comment on peut abandonner un enfant dans la cité académique? Eh bien, on se redirige vers OT12 qui nous explique un peu plus comment ça arrive. Le fonctionnement de la cité académique pour la gestion des enfants est simple. Les parents payent les frais d'inscription de l'enfant dans la cité académique et ce dernier se voit attribuer un dortoir. C'est le cas pour l'écrasante majorité des élèves, excepté éventuellement certains travaillant pour plusieurs raisons dans des métiers physiques comme une boulangerie ou ce genre de choses. Cependant, ça arrive parfois que certains parents paient les frais d'inscription, déposent leurs enfants et disparaissent. On n'a plus de traces d'eux, ils ont changé leur numéro de tel, fait leur vie ailleurs, tout ça. C'est une aubaine pour eux. Ils peuvent abandonner leur enfant dans un endroit en ayant la conscience tranquille de « Oh, c'est la cité académique, s'occuperont bien de lui ». C'est mieux que de le mettre dans un panier et l'abandonner devant un orphelinat ou une église. Là, on est sûr qu'il manquera de rien. Alors oui, mais techniquement oui, mais c'est pas le meilleur. Pour contrebalancer la tendance, la cité académique a développé un système pour prendre soin de ses enfants, avec orphelinat, tout ça. Les écoles dans la cité académique sont des écoles, mais également des centres de recherche. Donc en échange d'être nourris, logés, blanchis, certains groupes scientifiques utilisaient ces enfants pour mener quelques expériences. Sur le papier, c'est rien de grave. Juste Jérémy qui, le mardi et jeudi de 14h à 16h, doit se rendre à l'Institut de Recherche et Développement pour passer quelques tests. Bon, ça va. Le problème c'est montré quand des scientifiques ont créé leur propre orphelinat parce qu'ils avaient besoin de cobayes, des cobayes vivants, qui si leur arrivait un malheur ne seraient pas tenus responsables car personne ne tient à eux au point de venir se demander pourquoi ils ont mystérieusement disparu ou sont morts. Les Child Error sont donc très utiles pour la recherche éthiquement inacceptable. Il y a par exemple eu toutes les avancées scientifiques sur le fonctionnement du pouvoir d'un ESPR et la façon dont on est sûr qu'un ESPR ne peut avoir qu'un seul pouvoir. Et ouais, pour en être sûr, il faut bien des cobayes, non? Les Child Error ont ainsi été utilisés en masse pour ça. Pour citer le roman, les pouvoirs psychiques étaient développés en agissant directement sur la structure du cerveau grâce à des suggestions et des drogues. Mieux valait ne pas imaginer les tragédies engendrées quand un test échouait. L'Institut était une décharge où l'on se débarrassait d'êtres humains vivants. Sacré Accelerator, toujours le mot pour rire. Donc, ouais, pas tip top. Il est important de noter que les membres du comité ne sont, en théorie, pas d'accord de l'utilisation abusive de ces orphelins. Les recherches abusives ont quand même eu lieu, mais c'était pas autorisé. Donc, c'est déjà pas mal. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont toutes été stoppées une fois découvertes ou rendues infructueuses, les centres démantelés et les scientifiques probablement arrêtés ou en fuite. Mais certains enfants, s'ils sont pas dans le coma, sont en vie. Ils deviennent généralement des skill-out car on cherche pas spécialement à développer leur pouvoir et certains intègrent le dark side, mais ils sont en vie. Voilà ce que sont les Child Error. Et si j'ai parlé des recherches menées sur le fait que les ESPR ne peuvent avoir qu'un seul pouvoir, recherches menées principalement par l'Institut Spécial ESPR, l'endroit où a grandi Accelerator, il existe une autre expérience liée à Accelerator où l'utilisation des Child Error a été requise, le Dark May Project. Donc, Dark May Project, pour projet Mai Noir, désigne une expérience étant déroulée durant un mois de mai, où le principe était d'implanter des patterns de pensée d'Accelerator dans le cerveau de différents sujets afin de voir l'influence que ça aurait. Alors, ça n'a pas été fait sur tous les enfants qui ont participé. Seule une poignée d'entre eux, dont les scientifiques qui étaient à peu près sûrs de la compatibilité ont reçu des implantations de patterns. Le but du projet était donc double. Comme nous le dit Mugino, il avait pour but de créer artificiellement des ESPR de haut niveau, car implanter des pensées d'un niveau 5 permettrait, d'après leur théorie, de mieux stimuler les ESPR et de les faire atteindre un niveau plus élevé. Mais hormis ça, il y avait surtout la volonté de copier son pouvoir. Le pouvoir d'Accelerator est phénoménal. Il peut interagir avec tout ce qui existe et manipuler la matière à son aise. Évidemment que des recherches seraient faites pour cloner ce pouvoir. Et c'est pas aussi simple que de copier quelqu'un qui crée de l'électricité, vu l'échec du projet. D'ailleurs, ce n'est
n'est pas littéralement le cerveau d'Accélérator qui a été installé dans la tête des enfants. Quand je parle de pattern de pensée, c'est certains de ses sentiments comme l'attachement ou des émotions comme la fierté. C'est la façon dont il vit ces choses et expérimente le monde qui ont été implantés. Et tous les enfants n'ont pas reçu les mêmes patterns de pensée. Et donc pour faire des tests, l'équipe de recherche a eu des idées peu conventionnelles, que ce soit de la torture psychologique, des drogues induisant un stress intense, un ou deux traumatismes ont pu effectivement s'installer. D'autant que pour la plupart, ils ne se souviennent probablement même pas de comment ils ont atterri ici, leur passé étant devenu trop flou. Donc leur premier souvenir, ça doit être eux en train de se faire torturer. Certains ont survécu, et vous en connaissez. Par exemple, le cas le plus probant est Kinuata. Son pouvoir original était en lien avec la manipulation de l'atmosphère. Accélérator a deux façons d'utiliser son pouvoir. Activement, en introduisant des vecteurs de son choix à ce qu'il veut, et passivement avec une barrière autour de lui qui multiplie automatiquement par -1 la direction d'un objet lui fonçant dessus, le renvoyant donc. Bon, je sais pas si ça fonctionne littéralement comme ça, mais c'est une bonne façon d'imaginer. Kinuata a reçu cette capacité de redirection. Enfin, plus exactement, la capacité de créer une barrière passive et automatique. Cette capacité de barrière automatique s'ajoutait à son pouvoir de contrôle atmosphérique pour donner cette armure d'azote qui l'entoure en permanence. L'azote constituant 78% de l'air ambiant, il se compresse et crée un bouclier presque impénétrable autour d'elle. Si ça peut sembler être une réussite de l'expérience, son armure n'est pas sous son contrôle constant. Elle ne peut pas utiliser son pouvoir sur une très grande distance autour d'elle, ce qui est un peu con quand à la base tu peux manipuler l'atmosphère, et même si elle peut impacter l'air ambiant autour d'elle, c'est très limité. Après bon, ça arrête quand même les tirs de sniper, donc franchement, c'est une plutôt bonne défense. Mais ce n'est pas juste une défense, elle utilise sa super compression de l'azote pour faire preuve de capacité physique très développée, d'où le nom de son pouvoir, Offense Armor, armure offensive. T'as vu, je suis bilingue. Les tests ont également eu un impact psychologique. Pour l'accélérateur de l'époque, les choses sont bien rangées et extrêmes. Par exemple, il y a les gentils qui sont très gentils et les méchants qui sont très méchants, aucune nuance. Cette extrémité dans sa vision du monde est sûrement la cause de l'hyperbolisme de Kinuata, qui ne peut pas s'empêcher de rajouter des cho à ses phrases, que l'on peut traduire par super ou géant. Et quand elle s'énerve, les phrases prononcées sont d'une violence similaire à ce que pourrait dire Accélérator. Je veux dire, là, c'est... bon, c'est Accélérator là. Les autres survivants du projet sont peu connus. Il y a Omidori qu'Accélérator a reconnu comme une des participantes du Dark May Project avec sa manière de parler et sa méthode de calcul pour utiliser son pouvoir. Elle peut également manipuler l'azote, du coup comme Kinuata, qu'elle assemble sous forme de lance dans son cas, puis qu'elle enflamme. En plus de ça, elle utilise des bras cyborgs qu'elle considère comme ses bras et que donc sa réalité personnelle considère comme ses bras. Ça lui permet de créer des lances d'azote à différents endroits, là où elle a placé les bras. Elle peut même combiner l'output de tous ses bras pour faire des lances géantes, c'est plutôt cool. Et enfin, la dernière survivante intéressante à mentionner est Ringo, que l'on découvre dans le manga Dark Matter. C'est une télékinésiste, donc concrètement elle peut bouger des objets à distance. Les expériences ont fait que dans un cas de stress intense, sa manipulation se fait à une échelle si infime et différente qu'elle arrive à bouger les vecteurs des choses. C'est instable, très limité, mais c'est une reproduction quasi parfaite du pouvoir d'Accélérator, bien que là encore cela se fait par son pouvoir télékinésique, qui n'est pas le cas d'Accélérator. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi tous les candidats du Dark May Project sont toutes des filles, bah, on se le demande aussi. L'éditeur dit par exemple que c'est un point intéressant car ça remet encore une fois en perspective le genre d'Accélérator, qui pour rappel n'est pas entièrement défini à sa première apparition, dans le sens où il est décrit comme un personnage androgyne étant donné qu'on n'arrive pas à deviner son sexe au premier abord. Dans le roman en tout cas c'est décrit comme ça, parce que dans l'anime effectivement il n'y a pas vraiment de doute. Et même si oui Accélérator est un homme, hein, je veux dire il parle au masculin, enfin il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est rigolo de remarquer que tous les candidats connus sont des femmes et qu'il est androgyne, donc voilà. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour du Dark May Project. Ce projet de malheur a d'ailleurs laissé ses traces car un autre projet pour booster le pouvoir de Esper a vu le jour, développé dans le manga Reigen, je vous invite à le lire. C'est un horrible projet qui a su s'ancrer de par son horreur mais également ses résultats, d'où le fait qu'on en entende parler dans plusieurs médias de la licence. Petite information bonus pour ceux qui aiment ça, le mangaka derrière le manga Toaru Mental Out nous laisse dans l'idée que elle, Lala, de par le fait qu'elle manipule l'azote, est sûrement une enfant du Dark May Project. Voilà, je savais pas où le placer donc j'espère que l'info vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Toaru et que vous voulez me montrer du soutien. On est peu en France à connaître, alors kiffons ensemble, c'est trop bien putain. On remercie chaleureusement les tipeurs, hein, Leroy, Alpha Team, Alphao, mais également vous qui regardez la vidéo jusqu'à la fin, hein, rien que ça me fait super plaisir, ça me fait dire que les 80 heures que je passe à relire les romans à chaque vidéo pour glaner les infos, c'est pas perdu. Je vous souhaite de passer à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao. Désolé pour la voix, hein, je suis malade et j'ai déménagé, donc niveau insonorisation, c'est pas encore ça. En même temps, quand est-ce que je suis pas malade de toute façon? D'ailleurs, je dis à chaque fois la prochaine vidéo de la Cité Académique. Mais c'est pas la Cité Académique, mon pseudo. C'est Medato. Est-ce que les gens ils le savent ça au moins? Je suis seul pour qui Kinuata me fait penser à Kara, genre d'Undertale, c'est... Peut-être je suis fou après, hein, mais...